Au Japon, un train comme les autres peut rapidement devenir pas comme les autres. Au Japon aussi, les trains roulent vite. Très vite. Ici, on a le droit de démonter les trains. Qu'est-ce que vous faites? Pour brosser les vaches en écoutant du Mozart. Pour faire une petite pause à la japonaise. Et pour découvrir les cerisiers en fleurs et la fête qui va avec. Hey! Le train, c'est pas mal. Le Japon. S'il me restait un seul voyage à faire, je choisirais celui-là. Une île, un morceau de terre plus petit que la France, mais avec 2 fois plus d'habitants. Des zones urbaines extrêmement denses. 92% de la population vit en ville. Un mode de vie, une culture, une énergie qui m'intrigue depuis toujours. Et surtout, les trains. Il y en a partout. Ils irriguent le pays comme un réseau sanguin apporte l'oxygène. Au cœur de Tokyo, la gare. Perdue au milieu des buildings, un des rares monuments historiques qui a échappé au tremblement de terre et à la soif de modernité. Les Japonais adorent la photographier. Ce n'est pas seulement un lieu où l'on vient prendre le train. Alors, en fait, la première impression quand vous arrivez dans la gare de Tokyo, c'est que vous n'avez pas du tout l'impression d'être dans une gare, mais plutôt dans une sorte de grosse galerie marchande. Alors vous sentez bien que vous êtes dans une gare parce qu'il y a il y a des panneaux qui indiquent les voies des trains. Enfin, c'est surtout des boutiques, des souvenirs, des glaces, des restos. Et c'est énorme. Shinkansen, le train mythique. Il est là. Il a quand même de la gueule. Ça, vous voyez, pour quelqu'un qui aime le train, c'est vraiment le train culte parce que, l'air de rien, c'est le premier train à grande vitesse du monde, bien avant le TGV, parce que la première ligne rapide ici a été inaugurée au départ de Tokyo en 1964. C'était une ligne de départ de Tokyo, et à l'époque, il filait déjà à 210 km/h. Alors depuis, il a progressé, il va plus vite, il y a plus de lignes, mais c'est lui. Ça, c'est génial, ça. Bonjour. Bonjour. Et vous retournez tous les sièges de tous les trains comme ça avant le départ? Oui, comme le train part dans l'autre sens, on retourne les sièges pour que les voyageurs soient dans le sens de la marche et qu'ils n'aient pas mal au cœur. Ah, c'est génial. Me voilà parti sur une des lignes les plus fréquentées du Japon. Sur la route qui relie la capitale à Kyoto et aux plus grandes villes du pays. Sur cette ligne, les Shinkansen roulent jusqu'à 320 km/h et aux heures de pointe, il y a en moyenne un départ toutes les 5 minutes. Ici, le train à grande vitesse, c'est presque comme le métro. Alors c'est marrant parce qu'on est dans un train, mais comme partout au Japon, on se sent complètement ailleurs. Il y a une autre ambiance. Vous voyez, déjà c'est beaucoup plus large. Avec les petits hublots, on a l'impression que c'est un bateau qui avance à toute vitesse. C'est japonais. Il est chouette ce train. J'ai l'impression que les Japonais ils sont assez fiers de leur Shinkansen. Ah, oui. Technologie japonaise. On est les numéro 1. Number one? Oui, numéro 1. C'est un super train, le plus rapide du Japon. Mais pourquoi est-ce que c'est les number one alors?
En plus de la vitesse, il est très ponctuel. Moi, je le prends quasiment tous les jours pour aller travailler. Et il est toujours à l'heure. Jamais en retard. Pas une seule fois. Et heureusement. Parce que je ne peux pas me permettre d'être en retard à mon travail. C'est trop important pour moi. Et ça fait combien d'années que vous le prenez? Eh bien, ça fait 30 ans que je le prends. Attendez, c'est énorme ce que vous dites. Ça fait que 30 ans que vous prenez le train, et en 30 ans, il n'a jamais été en retard? Oui, c'est ça. Pas un seul retard. Il part et arrive toujours à l'heure. Ça, c'est extraordinaire, ça. Là, je suis épaté, là. Et comment est-ce que vous expliquez que les trains sont à ce point toujours à l'heure? C'est quoi le secret? Son secret, je pense que c'est d'abord l'effort d'une compagnie, l'envie de bien faire. Et il y a aussi ce que portent les Japonais en eux. Qu'est-ce qu'ils portent en eux? Eh bien, tout ce que l'on fait, on le fait en faisant attention aux moindres détails et en étant toujours concentré. Un autre chiffre incroyable. Le retard moyen d'un Shinkansen en 2013 était, tenez-vous bien, de 6 secondes. 6 secondes de retard en moyenne, ça veut dire qu'un retard de 12 secondes, pour un Japonais, c'est déjà presque une catastrophe. Ce résultat est dû aussi au fait que les trains à grande vitesse au Japon roulent exclusivement sur des voies qui leur sont réservées jusqu'au cœur des villes et des gares. Ils ne peuvent donc pas être dérangés par d'autres trains. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se vend bien? Qu'est-ce qui marche bien dans ce train? Ce qu'on vend le plus, ce sont les bento. Qu'est-ce que c'est? Alors, nous avons différents menus spécial Shinkansen, avec au choix du riz, du poisson ou des champignons. Et donc ça, c'est la photo que vous montrez aux passagers pour savoir ce qu'il y a dans la boîte? Oui, c'est ça. Ça, c'est ce que j'adore au Japon. C'est toujours tout mignon. Regardez, petite boîte repas avec un petit arbre en fleurs. Je vais l'ouvrir, je suis curieux, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. C'est marrant, je pensais pas que je serais aussi ailleurs dans un train rapide. Je descends à Kyoto. Certains disent que si Tokyo était la tête, Kyoto serait le cœur du Japon. Elle fut capitale impériale pendant plus de 1000 ans. C'est comme une plongée dans une carte postale, celle du Japon d'autrefois, telle qu'on l'imagine. Il règne ici une harmonie, une douceur unique. C'est le monde des temples, des jardins minutieux. L'un des plus célèbres est le jardin de pierre du temple Ryoanji. Il attire des visiteurs de tout le pays et même du monde entier. J'ai pris rendez-vous au petit matin, avant l'arrivée des visiteurs, avec monsieur Iwata pour le découvrir. Bonjour. Konnichiwa. Bonjour à vous. Soyez le bienvenu. C'est à l'intérieur? Oui, c'est à l'intérieur, par ici. Si vous voulez bien vous déchausser. D'accord. Je vais prévoir de mettre des chaussettes sans trou au Japon. C'est le jardin, hein? Et excusez-moi, parce que je vais être un ignare, mais c'est il y a que ça. Tout est là. Oui, tout est là. 15 pierres disposées là devant vous. Et je vous cache pas que c'est un petit peu abstrait pour moi. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que je vais dire des horreurs, mais je ressens rien. Comment ça se fait? Il ne faut pas vous sentir gêné de ne rien ressentir. Ce n'est pas si évident au premier abord. Il faut se laisser pénétrer par l'ambiance, puis contempler tout simplement ce jardin. Et puis il faut y revenir plusieurs fois avant d'en ressentir les effets. C'est de la pratique.
La première chose à faire, c'est de s'asseoir là, tout au bord. Puis vous vous redressez, vous vous tenez bien droit et vous regardez devant vous en laissant s'ouvrir votre esprit, calmement. Et c'est vrai, il se passe quelque chose. Alors je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est pas un apaisement, c'est une sorte de sérénité qui apparaît. C'est ça? Oui, c'est ça. Quelque chose se passe, mais il faut du temps pour que le jardin provoque en vous ce pour quoi il est conçu. Comme je vous l'ai dit, c'est une question de pratique. Il faut rester à contempler au moins 20 minutes avant que quelque chose vienne ou influe. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ce jardin a été conçu, comment ces pierres ont été disposées pour créer cet effet? Je ne saurais pas vous dire, parce que nous ne possédons pas d'archives concernant la création de ce jardin. Nous savons juste qu'il a plus de 200 ans. Un chercheur est venu ici pour étudier le jardin, et il a émis l'hypothèse que la disposition de ces 15 pierres influe sur la biochimie du cerveau et apaise notre état mental. Il a aussi démontré que si on déplace une seule de ces pierres, même de quelques centimètres, l'équilibre serait alors rompu et le jardin n'agirait plus sur la perception que nous avons. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai la sensation que le Japon est comme une porte qui s'ouvre sur un ailleurs, mais un ailleurs dont je ne saurais pas trop lire la carte. Avec le Japon et les Japonais, j'ai parfois l'impression de ne pas savoir m'y prendre. Bonjour, je peux m'asseoir là? J'ai l'impression que vous allez au travail, vous. Exact. Je travaille dans l'immobilier. Je bouge beaucoup et se déplacer en Shinkansen, c'est le plus efficace. Alors, il y a quelque chose qu'on ressent très vite, enfin que je ressens assez vite au Japon, c'est que j'ai l'impression des fois d'être un peu trop brusque, pas assez poli ou respectueux, parce que les Japonais sont très respectueux, ils mettent beaucoup de politesse dans la façon de s'approcher, et du coup j'ai toujours l'impression d'être impoli. Non, non, je ne pense pas que tu sois impoli. Ne t'inquiète pas. Disons que nous, les Japonais, nous avons une retenue naturelle. On ne s'ouvre pas dès les premiers instants. Et alors, comment vous définiriez la différence culturelle alors? Eh bien, tout d'abord, le Japon est une île. Et donc une île induit un isolement. Ensuite, il y a la barrière de la langue. Par exemple, moi, je ne parle pas autre chose que le japonais. Vous, en Europe, au contraire, vous passez facilement d'un pays à l'autre et vous parlez souvent plusieurs langues. Et en plus, nous sommes toujours dans le contrôle. C'est une question d'éducation. On ne pose pas de questions personnelles. Il y a des codes. Alors, du coup, ça prend beaucoup de temps pour établir une relation. C'est pour ça que tu as cette impression de nous brusquer parfois. Merci beaucoup. Arigato. Merci. On se serre la main ou on se serre pas la main au Japon? Merci à toi. Je m'arrête à Nagoya, car j'ai entendu parler d'un petit événement. Il y aurait une fête en l'honneur d'un train. Apparemment, c'est là que ça se passe. Bonjour. Konnichiwa. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici exactement? Pourquoi il y a tout ce petit monde là? On va dire au revoir à un vieux train. Vous allez dire au revoir à un vieux train? Comment ça? On attend le dernier passage du train. Après, il ne circulera plus. Je veux dire que tous ces gens, ils sont venus célébrer la mise à la retraite d'un train. C'est ça. Mais c'était un train célèbre. Regarde, c'est ce train. Il est rouge. Mais
Mais il était célèbre, il était fameux ou c'était un train ordinaire? Bah, c'est parce qu'il est rouge. Et parce qu'il est rouge, il est célèbre. Le rouge, c'était la couleur de la compagnie. Maintenant, ils vont être gris, c'est dommage. Ah, d'accord. Bon. Bon, bah, ça serait bien. Et donc tout le monde vient célébrer la mise à la retraite du train rouge? Oui. Ok, bon. C'est marrant, ça. On va y voir d'autres gens. Merci. Arigato. Merci beaucoup. Et tout le monde peut venir à cette fête? Tout le monde peut monter dans le train, là, aujourd'hui? Non, que les gens qui ont été tirés au sort. Il n'y en aura que 200. Et de tous ceux qui ont acheté leur billet, seulement 200 pourront monter dans le train. Mais 200 personnes sur combien? Il y avait combien de candidats au total? C'est difficile à dire, 1000, 2000, peut-être 3000 personnes. C'est très marrant parce que on sent que tout le monde est là pour voir le train et tout. Tout le monde fait des photos, mais en même temps, il y a un calme très religieux. On a envie de parler à voix basse. Alors il y a plein de monde. Mais j'arrive pas à comprendre. Il est vraiment très célèbre, ce train, ou c'est juste comme ça parce qu'on passe du rouge à l'aluminium? Oui, oui, il est très célèbre. Moi, c'est vraiment mon préféré. Et puis, il est rouge. J'adore cette couleur. J'adore. C'est le Japon. Et c'est surréaliste parce qu'en fait, je sais pas quoi regarder. Parce qu'il y a rien à voir. À part qu'il a des jolis poignets. Attention, merci de faire le silence. Là, les gens sont en train d'enregistrer le son des petites musiques qui étaient diffusées sur le quai au départ du train, au début de l'histoire du train. C'est surréaliste. Qu'est-ce qui va se passer là? Parce qu'en même temps, une fois qu'on est dans le train et qu'on a fait un tour, il ne se passe plus rien. Il va faire quelques kilomètres encore et va s'arrêter pour de bon à la gare du terminus. Quelques mètres pour arriver au hangar et c'est la fin. Ça me rend vraiment triste. Qu'est-ce que vous faites? On démonte les poignées du train. Ça y est. Ça te dit de prendre une poignée? Ah bah oui, je suis preneur. Eh bien, rien de plus simple. Tu prends un tournevis et il n'y a qu'à se servir. Allez-y, prenez ce que vous voulez. Ok. Celui-là? Ah, c'est serré. C'est la première fois que je démonte un train. Et voilà. Mais je suis content, je vais ramener ma petite poignée du Japon. À environ 1h30 de train plus au sud, se trouve la ville de Kobe. Et pour tous les Japonais, Kobe, c'est la viande.
Une viande extrêmement prisée qui coûte une petite fortune. Je me rends donc à la lisière de la ville, près du port, dans le sein des saints de la viande de Kobe. Une sorte de marché où elle est à la fois certifiée et mise à la vente. Alors, c'est une vente très particulière parce qu'il faut venir avec son petit chapeau, sa blouse, mais blouse par-dessus le manteau qui tient chaud. Vous allez voir pourquoi. Ah, ben dis donc. Ça c'est du marché. Et les gens, ils sont en train de choisir leur carcasse de viande, là? C'est des acheteurs? Les gens que tu vois ici, ce sont des éleveurs et des acheteurs qui viennent repérer les meilleures viandes. Et à quoi est-ce qu'on voit que c'est de la belle viande? Parce qu'elle a l'air incroyable, effectivement, cette viande. Elle est toute persillée. On regarde d'abord le persillage, le gras qui doit être bien réparti dans la viande. Le travail, tout le talent des éleveurs est de faire en sorte que la viande soit la plus persillée possible. C'est ça qui donnera de la valeur au morceau. Et donc plus il y a de gras dans la viande, meilleure elle est? Non, ce n'est pas que du gras. Pour nous, au Japon, il n'y a pas la viande et le gras autour. C'est un tout. Plus la viande est riche en gras, meilleure elle est. C'est comme ça qu'on aime le bœuf au Japon. Et alors, pourquoi est-ce que la viande grasse, ici, c'est une viande de luxe, alors que chez nous, on aurait du mal à la vendre? La différence avec vos viandes, comme l'angus par exemple, c'est que vous la mangez comme un plat principal. Nous la mangeons en accompagnement, en petite quantité, avec du riz par exemple. C'est une approche très différente. C'est un luxe. Et alors, quand vous dites c'est une viande de grand luxe, une pièce de bœuf, là, comme ça vaut combien? C'est une viande qui se vend dans le commerce autour de 2000 yens pour 150 grammes. 14 € pour 150 grammes de viande. Ah oui, c'est pas mal quand même. En fait, on a l'impression de rentrer dans une boucherie. En fait, on est dans une bijouterie. Attention, ça va être la vôtre là, non? Vous espérez quel prix? À mon avis, vers les 2800 yens. On va voir. 2005, 2007, 2008. Ah, excellent. Ça va, 2850, vous êtes content? C'est pas mal. C'est plutôt un bon prix. J'ai bien bossé. C'est quoi votre petit secret, votre petit plus? Tu as l'air curieux. Le mieux, c'est de venir voir ma ferme. Si tu as un peu de temps, viens me voir. Ok, d'accord. Ça marche. Tiens, enfile cette combinaison. Ça devrait être ta taille. Faut que je mette ça? Oui, oui. Mais pourquoi je pourrais donner des maladies aux vaches japonaises? Tu sais, ce sont les règles internationales. Mais parce que vous en avez pas de blouse? Ce sont les nouvelles normes d'hygiène. C'est parce que moi, je ne viens pas de l'extérieur. Toi, tu viens de loin. D'accord. Allez, suis-moi. Dis donc, elle est nickel, hein, votre étable. Hein. C'est propre. Il y a de la musique? C'est du Mozart. Mozart? Vous faites écouter Mozart à vos vaches? Oui, oui. Elles adorent. Pourquoi? Ça les calme. Elles sont paisibles, tranquilles. Et du coup, elles se reposent bien.
Et j'en reviens pas. Mais alors, c'est nickel, mais on mangerait par terre, comme disait ma grand-mère. Oh, c'est incroyable. J'ai jamais vu une étable aussi propre. Il y a toujours la petite musique. Et si jamais elles aiment pas Mozart, alors, si elles veulent Stravinsky ou alors des chansons japonaises. Que du Mozart. Oui, mais si elles aiment pas Mozart, elles vont faire un stress et du coup, la viande va être moins bonne. Mozart, c'est le mieux. Regarde. Dans une étable classique, une personne comme toi, habillée en blanc, ce serait du stress pour elle. Elle s'agiterait. Mais là, elles sont bien. C'est l'effet Mozart. Ouais, c'est vrai. Bonjour. J'aime bien. J'adore ça, comme ils font le service des vaches avec des petits gants blancs. C'est rigolo quand même. Et qu'est-ce que vous leur donnez à manger alors? Du maïs, du blé et du soja. Je peux goûter? Oh, bah c'est pas mauvais. Hein, c'est bon? Bien sûr que c'est bon. Ouais. Donc le but, c'est qu'elle mange le plus possible et qu'elle se repose le plus possible. C'est ça? Oui. C'est ça? Et c'est comme ça qu'on aura une belle viande. C'est pas mal comme vie, comme style de vie. Manger le plus, dormir le plus. Tu as tout compris. C'est le principe. Elles mangent bien, elles ne bougent pas, elles font du gras. Nous, on prend soin d'elles, comme ça les vaches nous donnent une bonne viande bien grasse. Et c'est pas tout. En plus, on les brosse. Et on les masse pour bien répartir le gras dans la viande. Vous les massez? Et vous savez quoi? Elle a pas mauvaise haleine, cette vache, alors que souvent, une vache, je sais pas. Ah, c'est une vache qui a une bonne haleine. Ah oui, en fait, c'est plus un brossage qu'un massage. Disons que le brossage a l'effet d'un massage. Et c'est comme ça qu'on arrive à répartir uniformément le gras dans la viande. Je peux la toucher? Ah ouais, elle est bien dodue. Hein. Oh. Ah, dis donc. Touche-la, c'est encore plus tendre. Ah oui, là aussi. Là, c'est le meilleur morceau. Ah, c'est incroyable. C'est dodu. Comment vous faites alors? Mais c'est le seul fait de les brosser, de les masser comme ça, qui fait rentrer le gras dans la viande. Ça me paraît un peu court. C'est une question de terroir aussi et de race. Le gras, c'est une des spécificités de cette race de vache. Avec la charolaise, ça ne marcherait pas. Est-ce qu'on peut rater une vache de Kobe? Est-ce qu'au bout d'un moment, vous dites, bah non, j'ai raté, elle est pas grasse comme je veux, etc. C'est vrai que des fois, on peut se tromper, il y a des ratés. En fait, on ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas découpé. C'est une surprise. Et il peut y avoir de mauvaises surprises. On coupe et oh, il n'y a pas de gras, pas de persillage. C'est fichu. Le mieux, c'est d'aller la goûter. Viens. Oh. On dirait une sorte de petite sauce soja, en fait. Oh là là, on est gâtés, dis donc. Je m'attendais à manger une belle viande grillée façon barbecue, et je me retrouve avec une sorte de bouillon pour tremper. Ok. Ça, c'est incroyable. Hein. Je pense que c'est juste la viande la plus fondante du monde. C'est-à-dire que vos dents essaient de mâcher, mais c'est déjà trop tard. Quand les dents arrivent, elle a déjà fondu. C'est divin. Alors, elles ont pas eu de la tendresse, mes vaches? Bah, je crois que oui, elles ont dû recevoir beaucoup de tendresse. Je peux vous dire, je peux confirmer. Bravo. Cette fois, c'est le grand saut. Direction Tokyo, la ville mythique. Et petit conseil du fan de train, un des plus chouettes moyens d'arriver à Tokyo, c'est le Iuli Kamome.
un petit train de banlieue, mais un panorama grand spectacle. Ce train, il est vraiment pas comme les autres. Parce que si vous regardez bien, regardez, ben, c'est pas un train. C'est pas vraiment un train. Parce qu'il n'y a pas de rail. En fait, c'est plutôt une sorte de bus long, articulé, sur pneus, qui circule sur une voie entièrement dédiée. Et l'intérêt du système, eh bien, c'est qu'avec ses pneus, il adhère bien, donc il peut grimper fort tout en haut des ponts et redescendre. Technologie japonaise. Première sensation, le monde, la foule, partout. C'est l'une des aires urbaines les plus peuplées de la planète. Le quartier de Shibuya est l'un des plus emblématiques. Ce qui est fou ici, c'est que vous sentez tout le temps une grosse présence autour de vous. Alors évidemment, c'est la foule, mais en fait, c'est aussi et surtout les pubs. C'est des vidéos, donc ça bouge, ça capte l'attention. Et puis chaque panneau a son propre son, donc vous avez une sorte d'envahissement cérébral permanent. J'ai l'impression que cette ville est un cadeau. Mais un cadeau que j'aurais du mal à déballer. Un trésor qui s'offre lentement. Voilà. Tokyo, comment ça marche? Parce qu'il y a un mode d'emploi en fait. C'est une ville qui se lie horizontalement et verticalement. Je vous explique. Donc là, vous avez par exemple un petit restaurant. Bon, le restaurant, il donne dans la rue, ça on connaît, c'est classique. Mais en fait, ici, il faut tout le temps lever le nez. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en hauteur. Regardez, vous voyez sur cet immeuble-là, vous avez des petits panneaux qui indiquent qu'au deuxième, il y a une agence immobilière, au quatrième, un dentiste, au troisième, quelque chose avec des chats, et au premier étage, un restaurant. Et tout ça dans un immeuble, venez voir, dont l'entrée, franchement, chez nous, on n'irait pas. C'est une entrée d'immeuble, vous voyez. Et si vous voulez aller dans les étages, si vous voulez aller dans les boutiques, il faut prendre l'ascenseur, voilà, et puis attendre. Et ça, nous, on n'est pas habitués. Donc, je vais essayer. Bon, ça... bonjour. Ça, c'est l'agence immobilière. Ça. On va essayer le troisième. Ah, une petite sonnette, c'est rigolo. Alors, troisième. Bonjour. Avant d'entrer, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bonjour. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est ici? Il y a des gens avec des chats. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un café-chat, un endroit où passer un peu de temps avec des chats. Attendez, vous voulez dire qu'il y a des gens qui viennent ici pour pouvoir faire des papouilles à des chats qui sont déjà là? Oui, c'est ça. Vous payez à l'heure et vous profitez d'un moment de détente en compagnie des chats. Les chats ont des vertus relaxantes et c'est très agréable. Les gens apprécient leur présence. Ah, mais c'est incroyable cet endroit. Je peux aller voir? Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce café-chat? Eh bien, je suis venu aujourd'hui m'amuser avec les chats, parce que je les aime beaucoup. Chez mes parents, il y avait un chat, mais maintenant j'habite dans un petit appartement tout neuf et le problème, c'est que les chats font beaucoup de dégâts. Ils font leurs griffes partout. Et moi, je ne veux pas qu'ils abîment mon appartement. Ah, d'accord. Donc vous venez au café-chat? Oui, c'est ça. Bah oui, c'est logique.
C'est marrant parce que dans ce pays, il y a toujours des choses logiques auxquelles on se dit, mais tiens, nous, on n'y avait pas pensé. Et vous venez tous les combien, vous? Oh, je viens à peu près 5 à 6 fois par semaine. 5 ou 6 fois par semaine? Ah, mais c'est incroyable. Et alors, est-ce que je peux vous demander combien ça coûte de venir ici faire des petites papouilles au chat? Le prix à l'heure est de 1000 yens. 1000 yens, ça fait à peu près 7 € par heure. Et donc, mais alors, si vous venez tous les jours, ça doit vous coûter une fortune. Ah oui, oui. C'est vrai. Mais c'est combien votre budget mensuel pour les chats? Oh, je ne compte pas. Je préfère ne pas savoir. Mais ça vous coûterait moins cher d'en avoir un à la maison? J'adorerais avoir un chat chez moi. Mais le règlement de la copropriété l'interdit. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous tapez sur les fesses du chat? Il adore ça. Je lui fais tout le temps. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors ça, j'avais jamais remarqué qu'un chat aimait qu'on lui tape sur les fesses comme ça. Vous voulez essayer? Bah oui. Bien. Alors ça, j'ai jamais vu ça. Oui, tous les chats qui sont ici aiment beaucoup les fessées. Ils les réclament. Moi, j'ai eu des chats pendant toute mon enfance, mais jamais je leur ai tapé sur les fesses comme ça. Alors ici, c'est le quartier de Harajuku, qui est très célèbre à Tokyo. C'est un quartier très tendance. Et la meilleure place dans ce quartier, c'est le balcon. Parce que la rue, il suffit de regarder. C'est un spectacle permanent. Bonjour. Alors vous êtes toute belle, toute douce. On dirait un personnage de dessin animé. Merci, merci beaucoup. C'est mignon, n'est-ce pas? C'est ma façon de fêter le printemps. C'est la mode du cute, du mignon. Et c'est vrai que ça a l'air à la mode et normal ici, parce que ça ne surprend personne en fait de croiser des gens comme ça, tout mignon. Oh, bonjour. Vous êtes délicieusement fluo. Et alors, ça, c'est une tenue pour aller se promener dans la rue, pour aller travailler, pour aller où? C'est pour me promener le week-end. Quand je suis à l'école, j'ai un uniforme très strict, comme tout le monde. Là, je me balade et j'en profite. Je me fais plaisir. Vous êtes magnifique. Bonne balade. Arigato gozaimasu. La nuit, Tokyo change. Les néons des quartiers plus ou moins chauds donnent le signal. Dans les bars, les robots se lâchent. Tokyo est comme un oignon. C'est comme s'il y avait toujours une nouvelle pelure à retirer. Une pelure qui cache un univers différent. Ah. Merci. Tokyo, c'est ça. Vous pouvez vous retrouver tout seul là, vous voyez, à 2h du matin, dans un lieu
improbable avec votre petit dinosaure, un verre et le concert. Alors il y a un moment très important au Japon, quelque chose dont tout le monde parle. Je ne veux pas dire que tout le pays s'arrête, mais presque. C'est la floraison des cerisiers. C'est un moment très important et il peut se passer n'importe quoi dans le monde à ce moment-là. Les télés nationales viennent faire des directs sous les arbres en fleurs et ça c'est juste japonais. 今日は桜情報から見ていきましょう。こちらですね。今年の桜の開花はですね、この九州から始まりました。その後桜前線は西します。それでは今日の予報を見ていきましょう。Bonjour. Bonjour. C'est incroyable, vous êtes en train de donner la météo des cerisiers, c'est-à-dire l'endroit où ils sont en fleurs. Oui, c'est exactement ça. Il y a ce qu'on appelle la ligne de floraison. Et là, je viens d'annoncer l'évolution de cette ligne par rapport à la carte du Japon. Et c'est une information très importante dans notre bulletin météo. Ça, c'est incroyable, parce que chez nous, personne n'annonce les endroits où les cerisiers sont en fleurs. Et pourquoi c'est si important de donner la météo des cerisiers comme ça? Pourquoi c'est important? Eh bien, nous avons une tradition ici, le hanami, c'est-à-dire célébrer la floraison des cerisiers en allant voir les fleurs, en se mettant sous les fleurs, et pour cela, on a besoin de savoir où fleurissent les cerisiers. Par exemple, si on sait qu'à quelques kilomètres de chez soi, les cerisiers ont commencé à fleurir, on peut se préparer pour la fête du hanami. C'est pourquoi on se doit d'être très précis et très réactif dans nos informations, parce que les fleurs sortent d'un seul coup. Et c'est un moment éphémère que personne ne veut louper. En ce moment, c'est dans le sud, dans la région du Kyushu qu'il faut aller. J'ai vu des photos de la région ce matin. C'est magnifique. Les cerisiers sont vraiment beaux. Okay, ben merci beaucoup. Très bien. C'était très sympa. Merci beaucoup. Je mets donc cap au sud pour aller voir les fameux cerisiers. Et pour les découvrir tranquillement, rien de tel qu'un petit train local. Bonjour. Où est-ce que vous allez là? J'ai pris le train ce matin avec mes petits-enfants pour aller voir les cerisiers en fleurs et profiter du spectacle. Et les enfants aussi, ils aiment? Ils trouvent pas ça barbant, les fleurs de cerisier? Oui, oui, ils adorent les cerisiers. Ce sont de vrais petits japonais. Ça les rend joyeux. Et puis, c'est une tradition, un sentiment très ancien. À l'époque de l'empereur Edo ou même de Kamakura, il y a plus de 400 ans, on sait que les gens admiraient déjà les cerisiers en fleurs. Il existe encore des poèmes, des estampes de cette période. C'est inscrit dans notre histoire, notre culture. Nous, les cerisiers, on les aime. C'est comme ça. Donc ça veut dire que si jamais vous êtes empêché d'aller voir les cerisiers en fleurs, ça doit créer un manque horrible. Je ne pense pas qu'un Japonais supporterait de ne pas voir les cerisiers en fleurs. J'avais imaginé quelque chose de très traditionnel, zen, contemplatif. Eh bien, c'est pas tout à fait ça. Hey, minna de nakayaku bokki shiyo. Hey! Thank you. Hey, nyurin, nyurin. Hey, okay. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah bah il y a une bonne ambiance ici. Ouais, on s'amuse bien. Tu veux un verre de saké? Ah bah c'est parti, tiens, voilà. Kanpai. Kanpai. J'allais vous demander en quoi consiste la fête des cerisiers, mais je crois que j'ai déjà compris.
Oui, je vois que tu as compris où était l'essentiel. N'en prends pas trop quand même, hein. Alors, pourquoi vous venez comme ça faire la fête sous les cerisiers? C'est quoi le principe? Le principe, c'est de célébrer les saisons, printemps, été, automne, hiver. Le printemps marquant le recommencement du cycle éternel. Et ça veut dire pour nous, boire sous les cerisiers. Mais alors, il est où le côté zen et contemplatif des Japonais? Non, ça c'est dans les magazines, c'est pour les touristes. Oui, enfin, il y a sûrement des endroits où les gens sont dans la contemplation. À Kyoto peut-être, et là, ils boivent un tout petit peu. Oui, mais ils boivent quand même. Oui, enfin, bon, nous ici, on est là pour faire la fête. Pour nous qui sommes un peu timides, c'est l'occasion d'oublier le quotidien, de s'amuser. Ah oui? C'est un moyen de se lâcher, de sortir un peu de la réserve. C'est ça? C'est ça, t'y es. T'as compris le sens du hanami. Santé. Je crois que vraiment on ne peut pas échapper au principe de la fête. Je crois qu'on comprend bien. Voilà. Kanpai. Et pourquoi est-ce que vous aimez, vous, la fête des cerisiers? Eh bien, regarde autour de toi. C'est tellement beau. C'est magnifique. Et puis, ça nous libère. Ça vous libère? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, nous, les Japonais, on ne montre pas nos sentiments. On se retient. Toute l'année, on est dans la retenue. Là, enfin, au moment des cerisiers, on se lâche. On montre tout. On est heureux. Et pourquoi est-ce que vous ne montreriez pas vos sentiments dans la vie de tous les jours? Pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'attendre cette fête des cerisiers? C'est le poids de la tradition japonaise. Par exemple, depuis que tu es arrivé dans ce parc, as-tu vu un seul couple s'embrasser? Ça m'étonnerait. Oui, c'est vrai, j'ai vu personne s'embrasser, même avec les petits verres de saké. Eh bien, au fond, nous aussi on voudrait être capable de s'embrasser librement en public. Mais depuis 300 ou 400 ans, on nous apprend à ne pas montrer nos sentiments aux autres. Alors, on ne sait pas le faire. Tiens, aujourd'hui on va le faire, on va essayer. Quelqu'un va s'embrasser et on va voir ce qu'il va se passer. Allez, séance bisous! Avec votre chérie? Ben alors vous voyez, ça se passe bien, ils sont tout contents. Oui, nous sommes heureux. Cette fête a été pour moi comme une révélation. C'était toucher enfin à quelque chose que je ne parvenais pas vraiment à atteindre. Le Japon n'est pas la porte à côté, mais ce n'est pas le voyage qui est long. Ce qui mérite la plus infinie des patiences et la plus grande délicatesse, c'est d'essayer d'approcher le cœur et l'âme des Japonais.